Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, désormais disponible sur le bouquet Canal Plus Afrique 573 et en France sur Free 426. Et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 3 janvier 2026, les forces spéciales américaines prennent possession de l'espace aérien du Venezuela, plongent Caracas dans le noir et enlève le président en fonction Nicolas Maduro. L'homme attend désormais dans une prison américaine son procès pour narcoterrorisme. Les choses sont donc désormais claires. Plus besoin de faire semblant. Plus besoin de s'encombrer du droit international. Pour le président américain, seule la force vale désormais. Il faut redevenir un empire. Il faut recoloniser. Il veut, dit-il, redonner aux Américains la fierté d'être Américains. Mais que signifie pour l'Afrique cela? Que signifie pour nous, dans un monde où la force prime sur le droit, la coexistence avec les autres États? Dans un monde où les puissances s'affrontent désormais entre elles, quel doit être le positionnement du continent africain? 3 invités avec moi pour en parler. Claude Wilfried Ekanga. Ekanga, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation pour décrypter cette actualité qui continue de faire des vagues. C'est moi qui vous remercie pour la confiance continue et renouvelée. C'est toujours un plaisir. Merci à vous, Émile Boyo-Guéno. Vous êtes universitaire, vous enseignez à Sciences Po Paris et à l'IRIC, Institut des Relations Internationales du Cameroun. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, Richard. Et le plaisir est toujours grand pour moi de vous avoir à ma table, Karine Orio. Vous êtes journaliste, analyste politique, directrice de l'information de Quotient Live. Merci, consoeur. Merci beaucoup, Richard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai dit, Nicolas Maduro, un président en fonction, le président du Venezuela, est arrêté, on va dire, est enlevé le 3 janvier dernier. Le jour de son enlèvement, le président américain annonce qu'il est enlevé pour narcoterrorisme. Le même jour, il annonce que désormais, des compagnies pétrolières américaines viendront désormais au Venezuela exploiter le pétrole vénézuélien. J'ai eu du mal jusqu'à ce matin où nous faisons cette émission à faire le lien entre les puits pétroliers vénézuéliens et le narco, et le narcotrafic. Je commence par vous, Ekanga. Quel est le regard que vous avez porté ce jour-là, ce 3 janvier, sur cette actualité-là? Disons que Donald Trump nous facilite la vie en tant qu'Africains. Il y a le contexte, il y a le prétexte. Le prétexte, c'est un élément qui a toujours été utilisé par les présidents américains à travers les âges. On trouve un motif... soit la gouvernance dictatoriale, le non-respect des droits de l'homme, le refus du président concerné de fournir à son peuple ce que de droit. Ça a toujours été le prétexte. Et comme il y avait un bon habillage autour, nous étions convaincus avec énormément de naïveté et de candeur que les États-Unis, dans la bien-pensance qui les caractérise, avaient pour objectif d'améliorer le quotidien des populations qui vivaient dans les pays où ils intervenaient. Avec Trump, nous avons au devant de la scène également le contexte au-delà du prétexte et beaucoup d'honnêteté d'ailleurs qui peut être paradoxal quand on pense à l'individu parce que le contexte, il est lequel? Il est celui d'un monde qui revient un peu aux fondamentaux de la guerre froide, où il n'y avait pas une entité suzeraine, mais plusieurs pôles de domination. Aujourd'hui d'ailleurs, il y en a un troisième, avec la Chine et les puissances qui cherchent un oreiller sur lequel poser la tête pour ainsi dire, et donc des pays qui autrefois avaient de grandes affinités avec le bloc communiste, le Venezuela, Cuba, les pays d'Amérique latine, se découvrent aujourd'hui également un nouvel éveil avec les alliés d'hier, l'Union soviétique devenue aujourd'hui la Russie, et le nouvel acteur qui entre en scène, la Chine, et donc avec un pays comme le Venezuela qui détient donc les réserves mondiales de pétrole les plus énormes. On parle de 303 000 tonnes de barils de pétrole, de quoi tenir pendant plus d'un millénaire, avec justement de nouvelles affinités qui se font avec un pouvoir qui n'a jamais, depuis la révolution bolivarienne de 99, voulu ployer le genou devant le diktat américain.
et avec justement des campagnes infructueuses, c'est-à-dire la diabolisation, la tentative de coup d'État de 2022 contre contre Chavez ou contre le chavisme, et avec les exhortations envers Maduro à lâcher le pouvoir, avec l'instrumentalisation de personnalités comme Juan Guaido en 2018-2019 ou Machado en 2024-2025, des instrumentalisations infructueuses. Donald Trump a justement tenté de parer au plus urgent et de privilégier l'efficacité. En bon showman, il a donc décidé de cette intervention, et comme il n'est pas un homme politique, c'est un businessman, il n'est pas spécialiste en habillage. Et donc du coup, dans tous les paradoxes qui le caractérisent, il va justement avoir cette honnêteté d'esprit de dire... Ah, vous appelez ça honnêteté? Oui, une honnêteté d'esprit, mais pas vraiment une honnêteté en tant que telle, mais une honnêteté d'esprit de dire, en fait, de faire comprendre au monde, et davantage à nous, les Africains qui sommes parfois un peu naïfs et qui croyons au droit international, aux Nations Unies, et à toutes ces inepties qui ont été mises sur pied pour nous aveugler, il a permis de comprendre qu'en fait, le point fondamental qui a motivé les États-Unis d'intervenir partout dans le monde a toujours été l'accaparement, le désir d'accaparement des ressources naturelles. Pour ceux qui ne le comprendraient pas, on peut citer dans un autre pays d'Amérique latine, pas très loin, d'Amérique centrale, le Panama. C'est ça. L'avènement de M. Noriega au début des années 80, Manuel Noriega, on avait la même problématique de narcotrafic et tout ce qui y avait trait. Il a été enlevé aussi. Oui, et en 89, Richard Nixon a envoyé, Ronald Reagan a envoyé 27 000 GIs qui sont intervenus pour capturer Monsieur Noriega, alors qu'on a observé dans les années 90 qu'il n'y avait pas une augmentation, enfin une diminution substantielle de la problématique du narcotrafic. En fait, la raison fondamentale était la liberté que s'était donnée M. Noriega au fil du temps d'engager une voie un peu plus autonome que la voie de la soumission absolue, et les États-Unis qui donc ne se lèvent pas le matin en ayant des problèmes de sommeil parce qu'il n'y a pas de démocratie ou qu'il y a du narcotrafic à X ou Y endroit, sont intervenus parce que le pion, la marionnette devenait un peu trop autonome. Et Maduro, aujourd'hui, n'était absolument pas conforme aux desiderata de la Maison-Blanche, et donc cette intervention, dans la même logique des interventions antérieures, s'inscrit dans la carte de l'impérialisme, rien de plus. Vous parlez d'honnêteté, et peut-être avez-vous, sans doute, avez-vous raison, parce qu'effectivement, le président américain dit aujourd'hui les choses clairement, les intentions ne sont plus cachées, il n'y a plus de faux fuyants. Émile Boyogeno, vous êtes universitaire. Alors, ça a été amusant et curieux de voir comment les universitaires et autres hommes politiques européens ou occidentaux, en tout cas, ont réagi à cet événement. Certains ont d'abord commencé par déplorer le fait que Nicolás Maduro n'était pas vraiment démocrate, ne gouvernait pas démocratiquement, avant de dénoncer pour certains que le droit international a été violé. Quelle doit être normalement la posture ou du moins quelle est la posture de l'universitaire que vous êtes, le regard de l'universitaire que vous êtes par rapport à cette problématique-là? Alors, pardon. Il y a deux éléments qui surgissent comme ça à mon esprit. Deux notions. La première, c'est une sorte de schizophrénie. Et la seconde, c'est l'amnésie. Alors, la schizophrénie, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils s'offusquent de cette intervention au Venezuela, alors qu'en 2011, ils l'ont moins fait en Côte d'Ivoire ou en Libye. Ça, c'est la schizophrénie. Et cette schizophrénie est associée à une amnésie. Enfin, ils ont totalement oublié qu'aujourd'hui, la Libye, jusqu'aujourd'hui, est dans une situation qui subit encore les affres, enfin, du moins les conséquences des actes de 2011. Et à la tête de parmi les champions de cette intervention française, si on ne prend que la France, on pourrait même extrapoler à l'Union européenne, si on ne prend que la France, on se rend compte que Bernard-Henri Lévy, qui était un des chantres de l'intervention, et d'ailleurs qui a salué ce qui s'est passé au Venezuela, on a le sentiment que voilà, il y a de la schizophrénie, il y a de l'amnésie. Et on vient de parler de droit international. Donc le droit international, en fait, c'est une variable, c'est un élément qu'on utilise quand ça nous arrange et qu'on n'utilise pas quand ça ne nous arrange pas. Et c'est un petit peu ce qu'on observe. Et je vais rebondir sur une autre notion, peut-être une troisième, pour faire le lien avec ce que vient de dire M. Kanga, c'est la notion de naïveté. Alors, je suis étonné
que l'on s'étonne de cette situation. Alors, les Européens qui découvrent que l'OTAN n'est pas quelque chose, une structure sur laquelle ils peuvent vraiment compter, que les Américains ne sont plus vraiment des alliés, les Africains qui espèrent que, je sais pas, qu'ils seront sauvés tout le temps. Alors, il y a une naïveté, mais c'est incroyable. Pour vous, il n'y a rien de nouveau? Pour moi, il n'y a rien de nouveau. L'histoire du monde, c'est une histoire impériale, c'est une histoire coloniale. C'est-à-dire que, d'abord, elle n'a jamais cessé, et le fait colonial n'a jamais cessé. Le fait colonial n'a jamais cessé. Il existe, persiste par des métastases, c'est-à-dire des formes de renaissance. Il prend des formes diverses et variées. Le fait colonial ici, au sens de prise de possession de tout ou partie d'un territoire ou des ressources d'un pays, n'a jamais cessé d'exister, quel que soit le pays ou quel que soit le continent. Donc, c'est une histoire qui peuple l'archéologie du monde, qui peuple la trajectoire du monde, et il serait naïf de penser qu'on a des alliés, et je pense que le monde est fait de forts et de faibles. Alors il faut trouver une solution même quand on est faible. Mais c'est intéressant ce que vous dites, le monde est fait de forts et de faibles. Vous êtes professeur, vous êtes universitaire. La question c'est qu'est-ce qu'on dit à nos jeunes frères et jeunes sœurs qui sont dans des facultés de droit, qui sont en master en droit international? Comment on leur explique qu'un président en fonction, parce que le droit international est clair, un président en fonction jouit de l'immunité absolue. Il n'y a pas de... seul le Conseil de sécurité autorise des mesures dérogatoires quant à leur arrestation. Comment on explique à nos jeunes frères et sœurs qui sont dans les facultés de droit que oui, on peut se lever comme ça, s'affranchir du droit international, de tout cadre légal et aller capturer, aller enlever un président en exercice? Alors, il faut dissocier deux choses ici. Le droit international, c'est un vœu, c'est un idéal. Et le monde existe, et l'humanité s'améliore parce qu'elle a des idéaux. Et c'est pour ça que l'humanité peut progresser, fait des progrès vers une meilleure version d'elle-même. C'est un idéal à conquérir, mais ce n'est pas un fait acquis. C'est un idéal à conquérir au quotidien. Ça demande un effort, ça demande de la discipline, ça demande de la coopération, ça demande des efforts permanents. Si vous sortez de ce studio et vous faites agresser, on appelle la police, on arrête l'agresseur, on le juge, on le condamne. Oui. Oui, c'est le droit. C'est le droit, mais c'est un idéal. Normalement, en fait, à partir du moment où les règles sont arrêtées, il faut les respecter tout simplement. Il faut les respecter, mais le plus fort peut parfois s'exonérer de ce respect, et c'est un petit peu ce à quoi c'est ce qui se passe en ce moment. Et ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de privilégier le droit. C'est un idéal, et l'humanité est grande parce qu'elle est fondée sur le droit. Par contre, il faut du réalisme à tout aux pays africains. Moi, j'ai regardé un petit peu les trois qui se sont fendus dans commentaires, on va dire, sévères à l'endroit des États-Unis face à la situation vénézuélienne. C'est très sympathique, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une stratégie pour s'affranchir de ce type? C'est ça la vraie question. Et alors, ce qu'il a raison, mais en même temps, c'est angoissant. Ce qu'il dit. Il dit le plus fort, c'est la raison du plus fort, c'est précisément. Le droit, c'est l'inverse. Le droit existe pour que précisément, ce ne soit pas la raison du plus fort qui prévale, mais parce que pour que les mêmes règles valent pour tout le monde, et Karine Orio. Mais vous avez totalement raison, c'est le monde bizarre dans lequel nous vivons aujourd'hui. Karine Orio, la question avec les Américains, mais pas seulement, on va dire avec les Occidentaux en général, et c'est ça qui est bizarre, qui est curieux, qu'on ne comprend pas, il n'y a jamais un projet politique derrière leur intervention militaire. Je ne sais pas moi, nous étions le 23 décembre dernier... Trump est allé bombarder quelques villages du Nigeria pour, disait-il, sauver les chrétiens du Nigeria. On n'en parle plus, les chrétiens sont sauvés au Nigeria, le problème est réglé. On l'a vu en Libye, M. Boyogeno. C'est le chaos après leur intervention. Et là, au Venezuela, on voit qu'au fond, ils sont allés capturer le président, enfin, enlever le président, mais derrière, il n'y a rien au fond. Il n'y a aucun projet politique. Et il n'est même pas étonnant que ça leur échappe, la situation. Comment comprendre cette stratégie court-termiste qu'ils ont et qui, au fond, n'est pas lisible et compréhensible? Alors, moi, je pense qu'il faut qu'on soit honnête envers nous-mêmes. Hein. La seule chose qui change ici, c'est le narratif. D'accord ?
c'est que contrairement à ce que, par exemple, vient de soulever le professeur Boyogeno, c'est-à-dire que pour bombarder la Libye, effectivement, en tout cas Nicolas Sarkozy, à l'époque président, l'argument, c'était de dire que bon, c'est un dictateur et qu'il faut le dégager. Bon, il y a eu une résolution il y a une résolution, l'ONU, hein, dans le cas libyen, quand même. Tout à fait. Non, mais ça a été outrepassé, mais il y en avait quand même un cadre légal. Voilà, lui, il est monté au créneau pour demander cela, ok ? Il a parlé de la Côte d'Ivoire. Mais avant ça, les Américains, quand ils se sont rendus en Irak, c'était pour quelle raison ? En Afghanistan, c'était pour quelle raison ? Ouais. Ce que je dis, c'est que mon propos, c'est de dire la chose suivante, c'est que la différence, c'est qu'il y a un changement dans le narratif. Au moins, Trump, il a informé depuis septembre, depuis il a repris son deuxième mandat. Absolument, depuis janvier 2025, effectivement. Il a donné exactement une feuille de route qu'il respecte, d'accord ? On le sait. Ce qui est surprenant, c'est que par ailleurs, quand il commence, parce que je pense que c'était un exercice peut-être, quand il commence par s'attaquer au Nigeria en disant qu'il veut protéger les chrétiens et que là, motus et bouche cousue de tout le monde, je pense que d'ailleurs le président nigérian lui-même devait être surpris. Bon, mais Trump ne surprend personne. Enfin, je veux dire, il a annoncé, Chavez l'avait dit d'ailleurs, que le jour où il voudra s'attaquer clairement à notre pays, il le fera en disant que nous sommes d'abord un narco-État, c'est la première chose, et ensuite, il n'hésitera pas à le faire. Donc son narratif n'a pas changé. Cette stratégie, effectivement, de dire, nous sommes les plus forts, on ne respecte rien, enfin, c'est Donald Trump, je veux dire, ça ne surprend personne aujourd'hui. Personne n'est surpris. Mais à côté de ça, moi, ce que je souligne, c'est que on a presque envie de dire que Poutine est un enfant de cœur, finalement, parce que c'est ce qu'on découvre, quand on voit, finalement, on se dit, Trump, lui, au moins, il le dit, et c'est vrai qu'il y a eu des affrontements verbaux entre Maduro et lui, mais clairement, il l'a dit, il a fait exactement ce qu'il avait dit. Vous êtes en train de nous expliquer que Poutine aurait pu aller à Kiev et capturer Zelensky, et le problème mais ce qui ressort de l'analyse... Il aurait pu faire ça. Non, mais ce qui ressort de l'analyse là aujourd'hui, c'est que Poutine a tous les arguments demain pour dire, moi j'ai envie de continuer à dominer tel peuple, je peux le faire. La Chine aussi peut le faire en disant, Taïwan, je veux annexer. Ça, on en parle depuis là, mais évidemment, on parle des plus forts. C'est ce que Donald Trump est en train de faire. Pour vous, il est en train d'ouvrir la voie à plus de possibilités pour les forts, les puissants du monde, comme l'a dit M. Boyogeno, à faire tout ce qu'ils veulent dans le précaré. Donc, Poutine peut marcher sur la Moldavie la semaine prochaine, comme la Chine peut reprendre Taïwan. À la seule nuance que, effectivement, c'est le nouvel ordre mondial, ou désordre, si vous voulez, entre puissances fortes. Maduro était protégé par les Russes, par les Chinois. C'est vrai. Alors, comment ça se fait que ces services, qu'il y ait eu défection au sein de son armée, et qu'effectivement les Américains aient réussi ce coup sans qu'ils soient prévenus? Ça, c'est une très bonne question. Mais on va y répondre après une courte pause. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.